Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 11 novembre, décembre. Oh là là, voilà, 11, il y a novembre, c'est dans le cerveau, c'est 11 novembre, non, 11 décembre. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Jérôme Anthony, merci d'être avec nous, d'être sorti de votre camion, de votre cuisine pour venir nous voir à Sud Radio. Merci de m'accueillir, j'ai eu du mal à me garer devant parce que c'est quand même un joli bolide. Absolument, tous en cuisine sur M6 du lundi au vendredi, 18h35, le bonheur de vous voir revenir aux côtés de Cyril Lignac, tous en cuisine, menu de fête, des menus abordables, pas trop compliqués à faire, enfin pour vous un peu parfois. Pour moi un peu, mais enfin non, je m'en sors toujours, je m'en sors toujours. Et puis des guests, des anonymes qui participent, et puis surtout le public qui vient nombreux à chacun des rendez-vous dans chacune des villes. Mais oui, et vous êtes venu les mains vides, parce que maintenant vous êtes un grand chef, vous êtes un grand cuisinier. Ah, déjà je suis venu, j'ai eu de la chance parce que traverser Paris aujourd'hui c'est un enfer. Oui, je suis venu les mains vides, mais je ferai attention la prochaine fois, désolé. Qu'est-ce que vous pourriez nous faire? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Non, pas maintenant, mais si vous avez cuisiné hier. Moi, je vais vous dire, je ne mens pas, je suis très nul en cuisine. C'est-à-dire, je ne fais que suivre pas à pas ce que propose Cyril et ce que peut proposer un chef ou quelqu'un qui sait cuisiner. Mais en l'occurrence, Cyril est plutôt bon pédagogue. Mais alors, moi, je ne me lance jamais dans de la cuisine. Voilà. Même maintenant, après avoir... non, je me lance pas. En revanche, quand je fais l'émission maintenant, alors que je gère tout à peu près dans cette émission, l'animation, le public, les problèmes techniques, voilà, j'arrive quand même à suivre la recette et à proposer toujours quelque chose à la fin. Mais non, je ne me suis pas amélioré. Et puis vous êtes au théâtre, un avenir radieux, c'est en tournée dans toute la France. Vous serez demain à l'Odyssée à Pusignan. Non. Demain, c'est 2025. Demain, il est à 5% sur Sioule. Oui. Ce dont on parlait. Samedi soir, c'est très exactement. Ah oui, moi j'ai les dates de 2025. Oui, c'est 12 janvier. J'ai du problème avec les mois en ce moment. Mais moi je suis comme vous, moi je suis resté au mois d'août là pour l'instant. Lille, Lagrange de la Tremblay, vous serez au théâtre Sébastopol de Lille, vous serez un petit peu partout en France. On finit très très bien cette tournée, on a fait beaucoup de dates sur 2 saisons, on a beaucoup de succès, c'est un vrai plaisir parce que de salle en salle c'est plein, donc ça fait vraiment... Génial, parce que c'est pas facile pour tout le monde, mais... Voilà, c'est pas toujours facile dans les médias, mais c'est naturel dans les théâtres en fait. Et ça vous plaît? J'adore. Un exercice. Ça me plaît déjà tellement que j'ai signé la future pièce qui démarrera en septembre prochain avec Franck Leboeuf et Nicolas Vitiello, qui va s'appeler Coup de bluff au cabaret, qui démarre donc en septembre 2025. Non mais j'adore, on a déjà plein de projets. C'est très agréable. Nicolas Vitiello, qui est pas très connu mais qui était avant dans Popstar, moi je l'ai connu à cette époque, est un comédien extraordinaire. Extraordinaire. Alors, on va passer tout de suite au zapping et puis on parlera après de cette nouvelle saison de Tous en cuisine. Avec plaisir. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, ça négocie dur. Et toi, ton point d'indice, tu me le fais à combien? Et si on faisait une demi-abrogation de la retraite, ça tirait? Qui va rentrer au gouvernement? Ah non, si tu y vas, moi j'y vais pas. Bon, bref. Hier sur BFM, je sais pas, vous avez vu, il y avait un forum avec tout le monde. Alors le mot à la mode, c'est la ligne rouge. Oui. Là, tout le monde a sa ligne rouge. Alors, c'est un peu compliqué. Jérôme Gage est quand même intervenu, ancien du Parti Socialiste ou encore au Parti Socialiste, et qui a dit stop, si on essayait d'être plus intelligent. En termes de méthode, c'est pas ici et maintenant qu'on va faire l'accord de non-censure. Il faut d'abord qu'il y ait un préalable qui soit un tant soit peu respecté, qui est celui qu'on vous a mis sur la table, qui est de dire on part d'un gouvernement de gauche pour justement construire ces compromis, et à ce moment-là, tous les sujets sont mis dans la discussion du compromis, dès l'instant où ils s'inscrivent dans les priorités qui étaient portées par le Rassemblement de la gauche et des écologistes. Moi, on ne peut pas me suspecter de l'intransigeance qui a été la mienne contre cette réforme des retraites. Donc c'est plus abrogation. Mais aujourd'hui, si on peut ouvrir la perspective d'une avancée qui permette l'accord de non-censure, alors je préfère prendre cet avantage plutôt que chacun campe dans ses positions. Mais c'est quoi l'avantage? Je vous le dis sincèrement. J'ai rien compris, j'ai mal à la tête. Vous suivez un peu la... Oh, je vous sens blasé. Dès le matin, je vais m'embrouiller si je commence à expliquer ce que je ressens, mais je suis vraiment... Voilà, je sais pas comment on en est arrivé à ce niveau. Je ne sais pas. On est vraiment dégoûté. Enfin, il y a quelque chose de vertigineux. Il y a des gens qui disent des choses bien. Et j'entends des mecs qui disent des choses bien. Moi, je sais pas, je croyais qu'on avait Je pensais il y a longtemps, quand on avait voté pour la personne en place, qu'on avait un gouvernement de bon sens. Et on n'était pas sur la droite et la gauche, mais le bon sens et seulement le bon sens. Puis j'ai l'impression qu'on fait finalement de la politique.
politique, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, je suis pas très très fort là-dedans, hein, mais c'est le sentiment que j'ai comme tout le monde. Moi, j'ai une vie comme tout le monde, hein. Moi, j'habite à Nancy, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, hein. Donc voilà, je suis déçu. Voilà. Un reportage incroyable, Valérie, sur France 2 hier. France 2 a rencontré en Syrie un des juges qui, sous le régime de Bachar el-Assad, emprisonnait les contestataires du régime. Donc France Télévisions, France 2 l'a rencontré. Vous allez voir, aujourd'hui c'est un juge repenti, mais il a quand même mis des gens en prison. Dans ce système inédit, les nouveaux arrivants affirment qu'ils travailleront quand même avec certains fonctionnaires de l'ancien régime. Exemple au palais de justice, surveillé de près par des miliciens. L'activité judiciaire reprend sous l'autorité du juge qui appliquait jusqu'à la semaine dernière les lois du gouvernement de Bachar el-Assad. Très ému, Mohamed Omar Katana affirme ne pas être menacé par les nouvelles autorités. C'est la première fois de sa carrière qu'il a le droit de parler aux journalistes. Vous avez vu les prisons du régime. C'est le résultat des lois que des hommes comme moi ont fait appliquer. La plupart d'entre nous savions que c'était des lois injustes. Mais je n'avais pas le choix. Depuis longtemps, j'attends ce moment. De me sentir enfin moi-même. De vivre enfin en liberté. On vivait dans un pays où on était jugé pour n'importe quoi. Là, on est enfin heureux. C'est un drôle de témoignage. Allez regarder tout le reportage. On n'est jamais déçu avec Amanda Lear. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ou rencontré Amanda Lear. Je l'ai un peu côtoyée parce que j'avais fait un livre sur le disco, donc on a pas mal bavardé et je l'ai beaucoup interviewé. Elle est géniale. Elle est formidable. Jamais déçu avec elle. C'est punchline sur punchline. Voilà. Elle était dans Télématin et elle a raconté une anecdote avec son amant de l'époque, David Bowie. Il va carrément faire des cours de chant. Oui. Parce qu'il disait que je chantais pas bien, surtout. Donc il a dit, je vais te payer des cours de chant. Parce qu'il a dit, il faut absolument que tu chantes. J'ai dit, mais je sais pas chanter, je suis mannequin. Il a dit, moi je vais te payer les cours de chant. Donc il m'a mis sous contrat. Et pendant 3 ans, j'étais... Mais pourquoi Parce qu'il a senti votre potentiel. Comment ça se passe? Vous racontez ça comme si tout ça était parfaitement normal. Vous savez, quand on est mannequin, sois belle et tais-toi, hein, voilà, souris. Et lui, ça a été le premier qui m'a dit, non mais je te jure, tu vaux mieux que ça. Tu as une voix, tu devrais la travailler, la profiter. Donc voilà, grâce à lui, j'ai fait mon premier disque. Et après, bon... Vous avez eu des histoires d'amour avec ces... Mais de quoi je me mêle? Je ne sais pas, je pose des questions. Oui, nous avons été ensemble pendant 2 ans, pas plus. Oh merde! Ah, vous saviez pas qu'elle avait été avec David Bowie? Elle a une vie, mais incroyable. Ouais. Non, mais ces gens-là, cette génération-là, elle en particulier, et quelques autres ont eu une vie totalement incroyable. Et à chaque fois qu'on les reçoit dans des émissions, ils nous sortent des histoires, mais on s'est dit, mais c'est pas possible. Et vous continuez à chanter? Moi, non, j'ai pas eu d'histoire avec David Bowie. Non. Mais vous continuez à chanter? Ah oui, moi je tourne tout le temps. Moi, j'ai mon votre show de chant. Mon show de chant et avec lequel je tourne, je sais pas, je fais une 30 ou 40 dates dans l'année. Ah, c'est pas mal. Et puis là, je suis en train de préparer mon album avec mes chansons. Moi, je me fais plaisir. Je suis dans l'urgence de me faire plaisir et de réaliser tous ces petits rêves de gosse que je n'avais pas encore réalisés. Voilà, là c'est le théâtre. Après, ce sera mes chansons. Et là, c'est des chansons que vous avez écrites, c'est pas des reprises. Depuis des années. Ça fait des années que j'écris des chansons. On va mettre ça bout à bout et on va faire une petite tournée avec. Bon alors attention, nous allons vivre tous les trois un très grand moment de radio. Ah non mais je vous le promets. Alors désormais, je sais pas si vous avez le temps de regarder parce que vous êtes au théâtre. Touche pas à mon poste. Alors maintenant, il y a Fabien Lecoeuvre qui a une séquence qui marche plutôt bien. Bon, c'est un peu le Wish des infos people, Fabien Lecoeuvre. Oui, c'est le Wish. Alors il a encore frappé hier dans Touche pas à mon poste et a fait une révélation sur des secrets de beauté. Mais écoutez bien. Les stars, maintenant, elles se mettent au bain de foin. Vous allez faire un bain de foin? Je le fais jeudi, moi. Et vous vous mettez avec des poneys ou quoi? Non, la première qui avait fait ça, c'était Arlette Chabot. Ah merde. Ah oui. Arlette Chabot fait des bains de foin. Fabien Barthès. Et puis là, Beyoncé, elle s'y est mise depuis pratiquement 15 jours. Mais ça consiste en quoi? Alors, on vous plonge dans une eau à 40 degrés, à peu près. On vous jette du foin. Alors, faut qu'il y ait dedans... Vous jette du foin? On vous jette du foin. Non, mais il faut qu'il y ait de la véronique, il faut qu'il y ait de la gentiane, du millepertuis et de l'armoise. Et paraît-il que ça a un bienfait sur le corps. Quand vous sortez de votre bain, vous pouvez dormir 20 heures derrière. Ah oui. Sans se réveiller. C'est là très que efficace. rhume des foins? C'est la propriété... Non, mais... Alors, Isabelle, c'est bon pour l'arthrose. Mais j'en ai pas. D'accord. Chabot. Alors Valérie, je n'ai pas le téléphone de Beyoncé, vous vous doutez bien. Mais par contre, j'ai celui d'Arlette Chabot. Donc vous vous doutez que je me suis précipité sur mon téléphone pour appeler Arlette Chabot, qui, rappelons-le, est tous les vendredis sur Sud Radio. Alors, je lui dis, alors Arlette, tu prends des bains de foin? Alors. Et Arlette m'a dit, c'est quoi cette connerie, mais c'est n'importe quoi. Je lui ai envoyé la vidéo. Elle m'a dit, mais c'est n'importe quoi, mais j'ai jamais pris des bains de foin. Peut-être je me ferai une infusion de foin ou je le fumerai. Mais j'ai
faut demander à Fabien Lecoeuvre, à mon avis. D'où vient cette information, en tout cas. Je pense qu'il s'est trompé de... Mais est-ce que vous remarquez l'aplomb qu'il a quand il raconte cette histoire qui n'a pas de sens? C'est encore une information bien pourrable. Il est très doué. Très drôle. Moi, je vais vous dire, je l'aime beaucoup. Hein, je sais que dans le métier, il y a des gens qui critiquent. De toute façon, on est toujours critiqué par quelqu'un, donc lui ou un autre, c'est pareil. Mais je veux dire, moi, je l'aime beaucoup. Il a un aplomb et puis il prend tout au deuxième degré. Il prend tout au deuxième degré. Il en a rien à foutre. Et ça, j'aime assez bien chez lui. C'est les trouvailles de Cyril Hanouna. C'est toujours. Il a du pif. Il a du pif. Et donc voilà. Mais en tout cas, Arlette Chabot ne prend pas de foin. C'est un démenti officiel de Sud Radio. Vous voyez que je ne sais pas si je vais avoir un prix pour ça, mais j'ai fait l'enquête. Peut-être le Pulitzer pour Arlette Chabot qui ne prend pas de pain de foin. Bon, alors Valérie, si on ouvrait la case 11 du calendrier de l'Avent. Allez, calendrier de l'Avent, la case 11. Alors en général, le calendrier de l'Avent de Valérie Expert, un calendrier de l'Avent, ça fait plaisir. Bah oui. Et bien derrière la case 11, il y a Julien Doré, qui était... Elle adore Julien Doré, son nouvel album. Et il était dans la boîte à questions hier sur Canal+, et il a ressorti pour l'occasion son ukulélé pour reprendre Femme Like You avec son ukulélé. Super. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, je sais que tu me plais, un homme like you. Super, l'album est génial, franchement génial. Il a réarrangé plein de chansons qui sont dont Cuitas les bananas de Philippe Risoli. Je suis content pour Philippe Risoli. Je l'ai croisé l'autre jour, je lui ai dit ça y est, c'est reparti là. Ça y est. Voilà. Et non, merci Gilles pour cette case 11. J'attends la 12 avec impatience. On se retrouve dans un instant avec Jérôme Anthony pour parler de Tous en cuisine. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jérôme Anthony. Jérôme Anthony, on est ravis de vous retrouver du lundi au vendredi sur M6, Tous en cuisine, aux côtés de Cyril Lignac. Menu de fête, c'est un petit cadeau de Noël, un gros cadeau de Noël que nous fait M6 avec le retour de cette émission. On rappelle que c'est en plus une bonne action puisque vous êtes aux côtés des Restos du Cœur. Oui, on soutient évidemment les Restos du Cœur, oui. Et qui a l'année dernière, je crois que c'était 130 000 € qui ont été donnés aux Restos du Cœur. Puis surtout, c'est du plaisir, c'est de la joie, c'est de la rigolade. C'est du partage, c'est quelque chose, c'est un rendez-vous chaleureux, réconfortant. Alors en quotidienne à 18h35. En quotidienne, et puis nous, notre grande fierté, en plus de faire une recette dans les conditions du direct comme ça, c'est-à-dire qu'on démarre de rien et 3 secondes avant le générique, il faut présenter un plat. Donc ça, c'est une prouesse de Cyril et de ses équipes. Mais à côté de ça, on fait quand même une émission de variété. Un divertissement, un divertissement qui fait le tour de France où les gens sont contents de venir nous rejoindre, connaissent les gimmicks du programme. Voilà, on fait partie de la famille et ça, c'est un grand plaisir. Aujourd'hui, lancer des programmes, on sait combien c'est difficile. C'est quand même un assez jeune programme finalement. Mais il est rentré dans le cœur des gens. Voilà, alors Stéphane demande c'est à quelle heure? Ça passe à 18h35 sur M6. Il y a un téléphone qui sonne. C'est moi? Non, c'est moi. C'est Gilles. J'en profite pour citer un autre Gilles, un auditeur qui nous dit « Bonjour à Jérôme, je me souviens de l'été 2022 où il a fait son émission Tous en cuisine au Bac-Arès 66. On a vraiment bien rigolé entre les séquences, malgré la fraîcheur à ce moment-là. » Alors oui, c'était nos passages. Vous en souvenez? Ouais, mais nos passages de ville en ville sont toujours très joyeux. Ouais. Moi, j'arrive. Et vous rigolez beaucoup entre les séquences. J'arrive déjà longtemps avant parce que j'ai envie de passer du temps avec les gens et je reste pas mal de temps après jusqu'au dernier. On fait les photos jusqu'au dernier et je profite de ces moments-là parce que je sais combien quand j'étais gosse, quand il y avait des émissions comme ça qui passaient de ville en ville, on pouvait avoir un bon ou un mauvais sentiment et moi je veux que les gens partent avec une très très bonne idée et de cette émission et de moi en ce qui me concerne, mais même de la chaîne. Voilà, je veux que notre passage laisse un bon souvenir et une bonne trace. Et puis vous avez un camion cette année. Oui, j'ai un camion que les enfants à la première émission ont appelé le camion miam miam. Du coup, on a gardé cette notion du camion miam miam qui sillonne les routes de France et avec lequel on se déplace comme ça. On fait à chaque fois 200 km pour partir d'une ville à une autre et on se fait klaxonner et les gens nous font des signes et voilà. Et est-ce qu'ils viennent goûter vos plats, les plats que vous avez
copié et fait. Ils sont pas mes plats. Non, mais ils sont quand même toujours réussis mes plats. Mais les gens se jettent pas quand même sur mes prouesses. Hein, je vous le cache pas. Hein. Et puis de temps en temps, je leur dis non, mais attendez, j'ai pas eu le temps de finir vraiment la cuisson, etc., etc. Non, mais la plupart du temps, on déguste tout avec les gens, avec les jeunes. On a des petites assiettes en carton et on partage. Voilà. Et ce qui est, ce qui est formidable, c'est qu'il y a aussi les mini cuistots, des enfants, et puis le conseil de grand-mère. C'est-à-dire que ça, c'est bien parce qu'à chaque fois que vous traversez une région, il y a on va dire une grand-mère. Oui, puis qui gueule, qui dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Non mais Cyril, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc voilà, ça on aime assez bien. Alors chaque jour, évidemment, on a des thématiques. Et en l'occurrence, le mercredi, c'est les enfants qui viennent faire un petit peu à manger avec moi. Mais tous les jours, les enfants sont avec moi. Je pense que c'est la seule émission de cuisine d'ailleurs qui fédère les enfants. C'est super. Et c'est assez sympathique. Mais il faut rappeler quand même que l'idée vient de Kitchen Factory de M6 où ils voulaient une émission pendant le Covid, parce que pendant le Covid, tout le monde s'est mis à cuisiner. Oui. Et Cyril faisait déjà des recettes sur les réseaux sociaux. Cyril Lignac faisait déjà des recettes sur les réseaux sociaux, et c'est un petit peu de là que tout est parti. Lui, dès le début, il a commencé à faire des recettes, et puis on en a fait finalement une émission de télé. Et puis au départ, c'était tout le monde qui était chez soi parce qu'on était coincés. Où ils étaient en Zoom, et puis les stars se sont mis. Tout le monde était disponible. Tout le monde est venu à participer. Mais là, vous avez des guests aussi. Oui, vous avez des invités. On a des invités tous les soirs, et on fait exactement l'inverse de ce qu'on faisait pendant le confinement, c'est-à-dire que tout le monde était bloqué à la maison, et là, c'est tout le contraire. On va chez les gens, on va au milieu des marchés de Noël, partager tout ça avec le public. Ouais, ça, c'est une formidable idée. Donc, on peut citer. Il y a Julien Courbet qui est venu vous voir. Nelson Montfort ce soir, je crois. Il y a François Berléand, vous avez Amandine Petit, il y a Camille Lacour et sa femme Alice qui seront là aussi. Et oui, c'est l'occasion de découvrir aussi les conjoints, les conjointes, les enfants. Alors, est-ce que c'est leur vraie cuisine ou on n'est pas chez eux, chez les stars? Alors moi, je suis pas dans ces secrets-là, et en fait, je m'en moque. Pas moi, parce que moi, je me demande s'ils ont une belle cuisine ou pas. En l'occurrence, ce soir avec Nelson Montfort, on est chez lui, ça j'en suis sûr. Et c'est une belle cuisine? Oui, c'est des cuisines plutôt sympas. Oui, c'est des cuisines toujours très, très sympathiques. Et est-ce que vous, du coup, dans votre cuisine, vous vous êtes équipé suite à cette émission? Parce que moi, je me souviens que durant le Covid, vous n'avez rien. Vous n'aviez pas de... Oui, il manquait quelques... Bah oui. Mais non, parce que je vous le dis et je vous le redis, c'est pas un mensonge. Moi, je suis pas très très bon en cuisine, et pourtant, on a une amitié qui nous lie avec Cyril. Ouais. Et ça faisait longtemps, avant qu'on fasse ce programme, que Cyril me disait, j'aimerais bien qu'on fasse une émission ensemble. Voilà, c'est venu par hasard, mais on n'a pas du tout la même culture dans ce domaine, mais pas du tout. Moi, je lui amène tout le côté un peu folklorique, un peu populaire, un peu on rigole. Les mains à la pâte, comme on dit. Je mets aussi les mains à la pâte, mais moi, je suis là pour faire de cette émission un divertissement. Je fais ma petite part à moi, quoi. Mais non, chez moi, je suis toujours pas très très bien équipé. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, ma cuisine est devenue une star. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui vient pour me faire des travaux, je sais pas, qu'il arrive et qui recule d'un pas et qui fait mais c'était ici l'émission en fait. Je peux faire une photo pour ma femme et prendre ma cuisine en photo. Ça n'a aucun sens. Voilà. Est-ce que ce qui est assez incroyable, c'est votre fidélité à M6, à W9 et au groupe. Et vous n'avez jamais eu envie d'aller voir ailleurs? Vous êtes chez vous en fait. Ouais, je suis plutôt bien là où je suis. Comme on dit dans notre milieu, je suis plutôt bien servi. Voilà, je pourrais être un peu plus servi, mais je pourrais l'être un peu moins aussi. Parfois, je passe à côté de programmes qui pourraient me plaire, puis finalement, je vais pas rater grand-chose. Comme j'ai pas d'idées là qui me viennent, mais ça a pu m'arriver sur des émissions de variété ou des divertissements. Mais là, en ce moment, je ressens pas ça. En ce moment, je suis très content de ce que je fais avec les émissions que je fais avec Cyril Lignac. Je suis très content des émissions de variété qu'on fait avec notamment Élodie Gossuin. Moi, je suis plutôt content. Vous en avez une là au 1er janvier. 1er janvier, oui, tout le monde chante. Très beau divertissement, très chouette. C'est tout le monde chante contre le cancer. Tout le monde chante en faveur de l'association de Nicolas Rossignol, tout le monde contre le cancer. Donc c'est sympa. Et puis voilà, il y a toujours une petite notion comme ça vertueuse, comme on le fait d'ailleurs pour Tous en cuisine quand on soutient les restos du cœur. On essaye de servir à quelque chose. Mais vous aimeriez faire quoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Moi, ce qui me plaît, c'est ce que je fais. Voilà, moi, des émissions de divertissement, des émissions de variété. J'aimerais bien faire des vraies variétés, c'est-à-dire avec un chanteur, un humoriste, un invité qui vient présenter son film. J'aurais aimé faire ça. Bon, ça ne se présente pas, mais et puis c'est devenu compliqué aujourd'hui. Et c'est devenu très compliqué de lancer des programmes. Alors, en vérité, là, je suis bien servi, je suis content de ce qui se passe là. J'ai pas envie de prendre plus de risques que ça.
Les recettes qui sont proposées sont des recettes volontairement accessibles à tous, pas trop chères non plus, avec souvent des éléments qui sont facilement trouvables. On va vous demander de la farine de manioc, du yuzu, des trucs. Oui, on peut. Ça, vous parlez de l'émission de France 3. Oui, je parle de l'émission de France 3. C'est incroyable. Mais je l'avais pas dit, donc. Ah bah oui, mais je me doutais bien sur. Vous n'avez jamais regardé l'émission de France 3 avec Maurice Sacco, c'est infaisable, c'est des recettes infaisables. Ah oui, d'accord, oui, on est sur autre chose. Là. Oui, on est sur autre chose. Non, on est sur quelque chose de très sympa, familial, de convivial. Et puis s'il y a des produits qui sont un petit peu chers, on peut trouver un autre produit un peu moins cher pour le remplacer. Voilà, il y a toujours des produits de substitution. On l'explique, on le développe. Après, on est dans une période de fête. C'est une période où on peut aussi avoir des produits un petit peu plus chers, un peu upgradés, mais on a toujours une solution pour pouvoir intervertir. Et puis sur un site internet, on trouve tous les ingrédients achetés une semaine à l'avance et les recettes sont publiées une semaine à l'avance. Donc vous pouvez vous préparer chez vous. On peut se préparer et le secret c'est de bien préparer, de bien faire ses pesées avant de commencer la recette. Quand même, vous avez appris des trucs. Je suis plus détendu. Oui, je suis beaucoup plus détendu quand j'avance dans la recette. Je vois à peu près où on veut en venir, quoi. Ouais. Mais bon, je me suis fixé quand même un objectif toujours, c'est de ne jamais regarder ce qu'on va faire. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Vous découvrez en même temps que Cyril Lignac présente. C'est pour ça que je suis complètement paumé en fait. Voilà, je vois juste les ingrédients, mais je ne sais pas où on va, comme tous les gens avec qui on fait la recette. Il n'y a pas un plat qui vous a marqué, quelque chose où vous dites c'est super bon ça quand même. Écoutez, franchement, à chaque fois que je termine l'émission et que je goûte, je me dis mais vraiment ce qu'on vient de faire est génial. Mais vraiment, à chaque fois, je me dis vraiment c'est génial. Et comme je sais pas où on va à chaque fois, c'est toujours une découverte. Et votre plat fétiche, c'est quoi le plat que vous... moi dans ma vie, moi vous me faites un bon couscous, moi je suis ravi, moi. Voilà, un bon couscous familial. Vous, si vous recevez... non, mais moi je n'ai pas de... Alors, j'ai pris une bonne résolution pour 2025. J'aimerais avoir 1 ou 2 plats signature. Et qu'on me dise, que les copains puissent me dire bon Jérôme, samedi soir, on vient manger ta blanquette. Ou, voilà. Mais je vais prendre une question que pose Valérie souvent, parce qu'on se connaît bien. Mais quel est le plat de votre maman, le plat que votre maman faisait? Non, on n'a pas de choses comme ça, vous savez. Non. Ah bon, même à Nancy Non, il n'y a pas. Non. Ma mère, elle fait comme l'Est, un peu comme elle peut. Non, moi j'ai pas vécu dans cette tradition. Ma grand-mère faisait la cuisine, mais j'étais pas derrière elle, derrière les fourneaux, en train de vivre le moment comme d'autres l'ont vécu. Vous n'avez pas le souvenir d'un plat régulier Non, chez nous on était très nombreux, ça gueulait, ça partait dans la cuisine. Ça machin, alors je ne savais pas du tout ce qui se passait. J'étais assez éloigné de la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo? Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre frigo? Des plats congelés. D'accord. Vous voulez tuer Valérie? Et qu'est-ce qu'il n'y aura jamais dans votre frigo? Alors tout ce qui a trop de tout ce qui, je déteste ouvrir un frigo et sentir des odeurs. D'accord. Voilà, je déteste ça. Mais là, si je vais chez vous et que j'ouvre votre, on va dire réfrigérateur, parce que frigo c'est une marque, votre réfrigérateur, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que je suis pas beaucoup chez moi en ce moment. Bon. Je suis beaucoup au resto et non, il n'y a pas grand-chose à part des trucs à boire. Voilà, du champagne, des choses comme ça, pour être sûr de pouvoir recevoir dans de bonnes conditions. Et alors c'est quoi le plat? C'est des plats surgelés? C'est d'une tristesse que je suis en train de vous dire. C'est horrible. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je suis tout le temps. Mais je suis tout le temps sur les routes. Là, je vais rentrer à Nancy. Je vais rester 2 jours, donc je vais pas commencer à remplir le frigo. Vous faites pas une petite omelette le soir? Je peux me faire une petite omelette, voilà, un truc comme ça, voilà, un truc tout simple. Mais franchement, moi, j'aime bien aller boire un petit coup, manger un petit bout, voir du monde. Voilà, je suis pas du genre à rester trop chez moi. L'émission, elle est tournée dans les conditions du direct. Il y a beaucoup de montage. Pas du tout de montage. Tous les problèmes et les défauts techniques font partie de l'âme de cette émission. De l'émission. Voilà. Tous en cuisine. Alors on rappelle que vous êtes au théâtre, en tournée dans toute la France et à partir de janvier également avec votre pièce Un avenir radieux. Et puis donc du lundi au vendredi 18h35 sur M6 pour passer un moment joyeux, convivial, sympathique avec Cyril qui a des fous rires de temps en temps. On en a tout le temps des fous rires. C'est Cyril Lignac qu'on embrasse et à qui on souhaite de bonnes fêtes. Et à vous aussi Jérôme Anthony, merci d'être passé par Sud Radio ce matin. Tout de suite, on va parler d'un autre sujet beaucoup plus grave qui sont le harcèlement sur les réseaux sociaux et des avocats qui ont décidé de s'attaquer à TikTok et autres Facebook. C'est à suivre. Le 10h midi Sud Radio Média
Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec, je reçois Elisa Jadot. Bonjour, vous êtes réalisatrice et maître Laure Boutron-Marmion. On va parler avec vous de ce document qu'il faut absolument regarder. Ça a été diffusé sur France 5 hier soir, mais il y avait une grosse concurrence. Donc vraiment, ce matin, on a voulu vous recevoir parce que vous n'avez pas eu de chance en programmation et qu'il faut aller absolument le voir en replay, en prise numérique. 5 femmes contre les Big Five. Alors les Big Five, ce sont eh bien les 5 entreprises du numérique, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, tous ces réseaux sur lesquels nos enfants, nos ados se rendent avec un danger dont on ne se rend pas compte forcément nous, parents. Et donc il y a 5 femmes dans ce document qui racontent comment, qui se battent contre ces Big Five et qui racontent l'emprise et la façon dont leurs enfants ont été victimes. Alors racontez-nous un petit peu, Elisa Jadot, d'où est parti, comment vous avez construit ce document qui est exceptionnel, hein, vraiment je le dis, la réalisation est formidable et le propos est excessivement important pour tous les parents qui nous écoutent et grands-parents. Je vous remercie. Oui, alors le documentaire sera en replay pendant un petit mois sur la plateforme, donc en effet France.tv. France.tv. C'est le 3e film moi que je réalise sur le numérique et les conséquences sur la santé mentale des adolescents. Et donc en fait, quand on rentre dans cet univers, quand on commence à rentrer, à enquêter dans cet univers, c'est comme ouvrir la boîte de Pandore. Donc il y a à chaque fois je me rendais compte de choses encore plus terrifiantes, encore plus surprenantes. Et puis j'ai eu l'occasion de lire des témoignages, notamment le témoignage d'un papa en Angleterre. Ouais. Dont la fille, Molly Russell, s'est suicidée à cause de son addiction aux réseaux sociaux. Et c'est la première fois, en fait, qu'une plainte était déposée contre TikTok en Europe et la première fois qu'un tribunal reconnaissait la responsabilité de la plateforme dans le suicide d'une jeune fille. Là, je me suis dit, quand même, il y a quelque chose à faire. Comment on peut se suicider parce qu'on a une addiction sur TikTok ? En fait, comme on le montre dans le film, la problématique des réseaux sociaux, qui peuvent être très bien et très éducatifs, par ailleurs, c'est les algorithmes. Ouais. En fait, les algorithmes sont conçus pour faire rester un maximum de temps l'utilisateur sur la plateforme. C'est comme ça que les plateformes gagnent de l'argent. Et donc, les algorithmes sont conçus pour choisir, en fonction de l'âge de l'utilisateur, les contenus qui peuvent le faire rester. Donc peut-être pour vous, ce sera du foot, des petits chats, des vidéos de cuisine. Mais pour les adolescents, qui sont déjà, on le sait, à cet âge-là, en souffrance, en détresse, en perte de repères, qui sont en train de passer à l'âge adulte, et finalement, une des thématiques qui les fait rester très longtemps, c'est autour de la santé mentale. Et donc, l'algorithme l'a bien compris depuis des années en récoltant les données des utilisateurs. Et donc, ils ont remarqué que ces problématiques liées à la santé mentale, à la dépression, à la scarification, l'automutilation, sont des contenus qui font rester les enfants longtemps sur la plateforme et donc ils les suggèrent en masse. C'est ça qui est assez fou. Alors peut-être mettre... Oui, je vais juste rebondir. Ce qu'on découvre avec vous, dans un cas très précis, il y a une jeune fille qui a des idées noires et du coup elle se confie à TikTok et forcément à ce moment-là on lui envoie d'autres ados qui ont aussi des idées noires et elle se dit finalement c'est pas si grave que ça parce que d'autres ados y pensent et puis elle a même des suggestions de comment se suicider. Et je vais vous laisse raconter la suite. C'est-à-dire que ça fonctionne un peu comme un étouffoir. C'est-à-dire ce qui s'est passé pour Marie, mais d'ailleurs dans le recours, il y a aussi Charlize qui a mis fin à ses jours de la même manière. L'idée, ce sont des jeunes qui... à un moment ou à un trait de temps, soit vont publier une vidéo qui exprime leur mal-être et qui leur montre qu'elles vont pas bien, soit elles vont aller voir un contenu un peu sur ces sujets-là, et alors là, c'est la déferlante. Et c'est ce que montre très bien le documentaire et ce qu'a fait Elisa avec son travail de Lily, c'est le biberonnage de contenu encore et encore et encore, qui, évidemment, dans la tête d'un adolescent, vous fait dire « finalement, c'est OK de penser au suicide, c'est pas grave ». Et ça le valide, si vous voulez. Ça banalise totalement l'idée mais en plus ça le fait absolument tomber dans une espèce de descente aux enfers sur son mal-être qu'il a ou qu'il voit poindre et le verrouille
verrouille tout bonnement son idée de se suicider. Mais c'est à un point tel qu'aujourd'hui, on en est à des vidéos qui carrément disent « Voilà, ce soir, je vais en finir, ça y est, je suis convaincu. » Et avec des commentaires « T'inquiète pas, tu vas y arriver, cœur, emoji, on pense à toi. » C'est ça, de la communauté, en fait. C'est ça qui est terrible aujourd'hui. Mais quel est l'intérêt, entre guillemets, des plateformes, pardon de poser cette question, peut-être que les gens se posent, mais l'intérêt d'aller sur ce type de sujet pour eux? Alors, c'est ce que disait tout à l'heure Elisa, c'est le temps de visionnage. Ça rend, en fait, si vous voulez, c'est la conjonction de deux choses. Une application qui, par essence, est addictive, parce que de toute façon, on a créé les réseaux sociaux pour ça. S'ils ne sont pas addictifs, ils ne sont pas intéressants, puisqu'on ne passe pas du temps dessus. Aujourd'hui, une plateforme, elle gagne de l'argent si son utilisateur reste du temps dessus, premièrement. Et puis la deuxième chose, la non-modération des contenus. Et donc, pour le jeune, c'est un cocktail, si vous voulez, absolument mortifère, puisqu'il se retrouve non seulement avec une application qui, de façon pas anodine, est déjà addictive par essence, par la rythmique, le côté un peu ludique, la machine à like, etc., mais sur des contenus qui parlent du suicide et de la scarification. Par exemple, dans le film, Meta a donné une valeur à chaque adolescent qui est $270. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup, ça vous paraît peu, $270 par adolescent, par temps passé en moyenne. Mais quand on prend conscience qu'il y a plus d'1 milliard d'adolescents connectés aux réseaux sociaux, vous multipliez $270 par 1 milliard. Vous comprenez les revenus que ça génère. Alors, Maître, vous avez attaqué TikTok. Moi, si j'étais TikTok, je vous dirais, mais apportez-moi la preuve qu'elle ne se serait pas suicidée sans les réseaux. Sans les réseaux. Comment vous pouvez prouver en termes juridiques, derrière... ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, évidemment qu'on a fait un travail de fourmi avec chaque histoire de ces jeunes. On est allé fouiller leurs comptes, qu'est-ce qu'ils ont publié, pourquoi ça n'a pas été censuré, etc. Alors d'abord, il y a un premier élément de droit, si je puis dire, c'est que la plateforme s'engage elle-même dans sa charte d'utilisation, puisqu'elle dit je vous garantis un environnement sain, vous utilisateurs, donc rassurez-vous, ces contenus-là sont illicites, ils sont censurés, ils sont modérés. Force est de constater que ce n'est pas le cas. C'est ce que déjà je démontre d'une première part. Ensuite, c'est très facile de voir poindre le lien de causalité entre la dégradation vertigineuse de l'état de santé du jeune par rapport à ce qu'il a visionné. Tant c'est rapide et énorme, si vous voulez. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur la scarification, on n'est pas sur 1 ou 2 cicatrices. Moi, j'ai des jeunes filles qui aujourd'hui ont les bras et les jambes entièrement couvertes de cicatrices. Ce qui montre bien, vous voyez, le phénomène amplifié qui montre que c'est par justement cette amplification algorithmique, par la rythmique même du réseau social. Et puis ces contenus sont largement diffusés, comme on l'a montré dans le documentaire, sur les plateformes. Et j'ai essayé d'être très édulcorée aussi dans ce que je montrais, pour que les spectateurs ne soient pas non plus trop choqués par les contenus. Mais enfin, moi j'ai été confrontée, puisque j'ai créé un profil d'une adolescente, pour prendre conscience de ce qui était vraiment proposé, suggéré aux adolescents. On parle de plaies qui sont fraîches. On parle de sang très rouge qui dégouline. On ne parle pas juste d'une cicatrice, d'une blessure d'il y a 3 jours. On parle d'une scarification qui vient d'être réalisée et qui est mise en avant par la personne, et c'est largement commenté. Et puis, il s'engraine en plus. C'est si ça saigne pas, ça marche pas. Si tu vas pas à l'hopital après t'être scarifié, c'est pas suffisant. C'est pas assez. Tu n'as pas réussi. Pourquoi moi j'ai des gens qui glissent sur de la glace ou des petits chiens qui sourient, j'ai jamais les scarifications? Parce que vous n'avez pas le même âge. Peut-être qu'à votre âge, vous n'êtes pas attiré par ce type de contenu, comme le sont les adolescents. Et d'ailleurs, ça veut dire que les parents ne peuvent pas savoir ce que leurs ados regardent sur TikTok. C'est très difficile pour les parents de le savoir. D'ailleurs, si vous allez taper maintenant sur Instagram, TikTok, tiens, j'aimerais voir de la scarification, hashtag scarification, vous allez être bloqué par la plateforme. Puisque ces contenus sont censurés, soi-disant. Donc quand vous les tapez, quand vous les cherchez, vous êtes bloqué. En revanche, quand vous ne les cherchez pas et que vous êtes adolescent,
On vous les suggère. Incroyable. Alors, ce qu'on voit dans le document, et c'est aussi le propos, c'est de voir que les parents commencent à se révolter, à se rebeller et à vouloir agir. Donc, il y a 5 femmes qui parlent dans ce document. Vraiment, regardez-le en replay sur France 5, et qui ont décidé de s'attaquer et de porter plainte. Et on voit l'exemple en Espagne de cette femme qui réussit finalement à mobiliser beaucoup de parents. Mais est-ce que c'est pas le pot de terre contre le pot de fer? On a l'impression qu'on ne peut rien contre ces algorithmes, contre ces Big Five, justement. Alors disons, je dirais que c'est plusieurs pots de terre contre le pot de fer, parce qu'aujourd'hui on est à mon sens à un tournant, c'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, effectivement les plateformes profitaient de l'ignorance de la plupart des parents et de toute cette génération de parents qui, n'ayant pas été confrontés à ce bain digital à 100% dès l'enfance ou en tout cas l'adolescence, ne savaient pas et ignoraient totalement. Aujourd'hui c'est plus le cas, en tout cas c'est en train de ne plus être le cas, et les parents, très vite, il suffit qu'ils aient une petite brèche et là, ils font les recoupements. En général, les mamans, c'est ce qu'elles me disent toutes, et les papas, c'est... On sentait bien qu'il y avait quelque chose avec ce que voyait notre enfant sur les réseaux, mais on se disait que c'était pas possible. Et aujourd'hui, nous, c'est ça, avec le documentaire, c'est ce que Elisa, elle tente de faire, c'est le lien en se disant, mais si, en fait, il est possible aujourd'hui que des grandes plateformes, qui ont pignon sur rue et qui font des chiffres astronomiques d'affaires, eh bien, aujourd'hui, nuisent à la santé de nos jeunes et des utilisateurs mineurs sans que ça leur pose le moindre problème. Juste l'Australie qui veut imposer un âge minimum entre 14 ans. Ça marche ou pas? Ou il y a forcément des contournements? À mon sens, c'est une partie de la solution. Déjà, de se dire les réseaux sociaux doivent être interdits en deçà d'un certain âge, puisqu'il faut quand même voir 2 choses. Mais est-ce que ça ne va pas les rendre plus attractifs? Alors, l'interdit. Encore faut-il contrôler l'âge. Certainement, mais au moins ça limitera quand même l'usage. Ça rentrera aussi dans l'inconscient collectif que les réseaux sociaux peuvent être dangereux, et en tout cas qu'il y a du coup une éducation à leur utilisation, ce qui n'était pas le cas encore aujourd'hui. Comme vous le dites si bien, la plupart des gens voyaient les réseaux sociaux comme quelque chose de ludique et d'attractif. Eh bien aujourd'hui, il faut aussi mettre dans les données de l'équation la dangerosité aussi des réseaux. Que c'est très dangereux. Vous avez monté une association, c'est une association qui s'appelle Algos Victimes. Vous défendez des parents qui veulent aujourd'hui se retourner contre TikTok. Le conseil qu'on peut donner aux parents, c'est quoi? Parce qu'on est très démunis. L'enfant, l'ado est seul avec son portable dans sa chambre. Ou à l'école. C'est compliqué de supprimer les portables. Comment on fait? Communiquer au moins avec son enfant, d'être attentif. Être attentif, mais regarder le film déjà, parce que c'est un bon support aussi pédagogique pour les parents, pour les écoles. Mais dans le doc, la jeune fille qui s'est suicidée, sa mère lui avait donné des horaires de portable, avait même verrouillé son portable avec un... Oui, il y avait un contrôle parental. La seule différence, c'est qu'on parle d'il y a 3 ans. Elle a fait sauter tout ça, on parle d'il y a 3 l'adolescente. ans, Stéphanie n'avait pas conscience des choses. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que des paroles se lèvent sur ce sujet-là. Donc, à mon sens, effectivement, le documentaire est aussi une des clés, c'est-à-dire dialoguer avec le jeune, l'adolescent, voir un peu quel est son usage des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il voit, etc. Et très vite, il va vous dire, ah bah oui, ça, maman, papa, ça c'est pléthore, ça j'en vois plein, etc. Oui, mais t'es pas branché, maman. Par rapport à ça, tu connais etc., rien, etc. c'est pas ton époque, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut pas laisser les parents, ils peuvent pas s'en sortir seuls. Ils ont besoin d'aide. Ils sont dans une période aussi avec leur enfant adolescent où de toute façon, par essence, ils vont être en conflit avec. Donc là, ça rajoute du conflit supplémentaire à la maison. C'est mais je veux pas que mon enfant se sente isolé, donc je vais lui donner, mais en même temps, il va peut-être avoir accès à ces contenus. Comment je fais? Il y a une énorme pression sociale sur les parents pour donner un téléphone à leurs enfants. Donc en fait, de plus en plus tôt. D'ailleurs. Vous voyez cette jeune fille qui s'est enfuie après que son père lui ait cassé son téléphone. Et c'est des histoires qui arrivent les unes après les autres. C'est toujours la même histoire. Donc le problème, c'est qu'il faut aussi aider les parents, leur dire mobilisez-vous pour faire bouger aussi les institutions. Parce que là, à Noël, il y a plein d'adolescentes qui vont peut-être avoir un portable et découvrir tout ça. Exactement. Et puis on parle aussi du contrôle parental et de la possibilité des parents. Oui, mais vous avez la possibilité d'installer le contrôle parental, de vérifier ce que font vos enfants. Mais les enfants, ils ont aussi d'autres comptes en fait. Aujourd'hui, juste avec une adresse mail, vous pouvez ouvrir un compte sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait la moindre vérification de votre âge. Vous pouvez avoir 5 ans, vous pouvez avoir un réseau social, librement.
Moi, j'ai une amie qui s'est rendue compte que sa fille avait filmé le code qu'elle faisait pour bloquer son téléphone. Elle a filmé l'écran et donc ils sont très ingénieux. C'est pour ça que je pense aussi qu'une partie de la solution, c'est effectivement éduquer à tout ça et éduquer à la dangerosité des réseaux sociaux. C'est à voir vraiment en prise numérique. 5 femmes contre les Big Five, c'est sur France 5. C'est disponible en replay sur France.tv. J'espère que ce sera diffusé dans les écoles ou. Il est question que ce soit diffusé dans les écoles. Il est également question que ce soit diffusé à l'Assemblée nationale. Donc on espère que ça va faire bouger les lignes. Bravo, et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous. Dans un instant, les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.